Merci de votre accueil, merci de vous déplacer pour moi, merci de m'inviter à me déplacer pour que vous m'écoutiez. Je suis flattée, croyez-le. J'ai vécu pendant très très longtemps dans un silence absolument total, silence des médias, silence de tous les relais. J'apprends qu'on a été obligé, alors que l'invitation avait été lancée, je pense, il y a assez longtemps, on a été obligé de changer de salle parce que les propriétaires de la salle qui avaient accepté de recevoir cette conférence ont changé d'avis au dernier moment parce qu'il paraît que je suis affilié à une association dont ces gens seraient assez éloignés des idées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que je viens parler d'histoire. Je suis une chercheuse de vérité. Je viens pour dire la vérité. Il y a des gens que ça dérange visiblement. Alors, ce que je comprends, c'est ce qu'il faut comprendre immédiatement, c'est qu'on me dit proche d'Alain Soral. Je vais vous dire, c'est beaucoup plus simple que ça. Que je sois proche ou que je sois éloigné d'Alain Soral, je ne suis ici aujourd'hui devant vous que parce que Alain Soral m'a donné la parole, c'est-à-dire que ce garçon est suffisamment courageux pour m'avoir permis de m'exprimer là où tout le monde veut me fermer la bouche. Voilà. Donc hommage soit rendu à Alain Soral, qui est un garçon courageux. Je ne vous parle pas de ses idées, je vous parle de ses actes. Les actes d'Alain Soral sont de laisser la parole à des gens comme moi. Alors si je dis des choses horribles, eh bien, vous allez en juger vous-même. Moi, je suis persuadée de dire simplement la vérité qui est le fruit de mes recherches pour la vérité. Et Alain Soral est à l'heure actuelle le seul à me donner la parole. Voilà, donc hommage soit rendu à ce monsieur courageux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Et je pense que les gens qui n'ont pas voulu que je m'exprime sont des gens qui cèdent à des pressions indues et honteuses. Voilà. Je ne connais pas ces gens, donc je me permets de leur envoyer un petit message. Voilà. Maintenant, je viens vous parler des Lumières et de Voltaire. Voilà. Les Lumières sont un mouvement qui a inspiré, paraît-il, la Révolution française, et la Révolution française a inspiré la République, et la République en France est le gouvernement qui nous régit avec quelques intermittences, qui nous régit depuis plus de 2 siècles. Tout le monde se réclame en France des valeurs de la République, et les valeurs de la République sont fondées sur les valeurs des Lumières. Voilà, c'est ce qu'on dit en France, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps. D'ailleurs, non, c'est pas que il y a à croire ou à ne pas croire ces choses-là, c'est vrai. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que sont les Lumières, ce qu'a été le mouvement des Lumières, et en reprenant des études d'histoire sur le tard, je dis sur le tard parce que j'ai repris mes études d'histoire, j'avais 51 ans sonnés, donc ça s'appelle avoir vraiment fait le gros de sa carrière autrement qu'en étant historien. En reprenant mes études d'histoire et en me consacrant à la recherche historique, ce que je fais à plein temps depuis une quinzaine d'années maintenant, j'ai découvert la face cachée de ce qu'on nous dit sur les Lumières. Donc je viens vous parler des Lumières, et Voltaire fait partie du mouvement des Lumières, donc on va regarder ça en 2 parties si vous voulez bien. Une première sur le mouvement, ce qu'a représenté le mouvement des Lumières, et une deuxième partie précisément sur le cas Voltaire, que vous en Suisse vous connaissez bien, puisque il a fait son nid au bord de la Suisse, et il était quand même très très souvent à Genève. Il avait beaucoup d'amis, il avait beaucoup de correspondants à Genève, et il passait très facilement de la France à la Suisse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a été le mouvement des Lumières? Le mouvement des Lumières, c'est un mouvement qui a éclos au XVIIIe siècle et qui a prétendu prôner la raison, la liberté et la tolérance. Et ça, c'est pas difficile de savoir que c'est vraiment une prétention qu'ils ont et qu'on leur a reconnue, puisque me promenant récemment dans une salle de classe d'une petite école de campagne en France, j'ai vu au mur un tableau sur les différentes époques de la France et de l'histoire de France, et les Lumières, c'est apparition de la raison, de la liberté et de la tolérance. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas, et grâce aux Lumières, on a inventé la raison, la liberté et la tolérance. Avant, les gens étaient bêtes, ils étaient esclaves, et ils étaient totalement fanatiques. Voilà. Donc, Voltaire s'est distingué dans cette période-là, dans son combat pour la réhabilitation d'un certain Jean Calas, pour la dénonciation de l'horrible supplice qu'on a fait subir à un jeune homme qui s'appelait François-Jean de la Barre, et surtout, il a dénoncé les abominables abus et la tyrannie de l'Église catholique, apostolique et romaine. Voilà. Donc les philosophes dont il se réclamait, alors philosophes, c'est pas des gens forcément qui faisaient de la philosophie, c'est une espèce de caste de gens qui se disaient penseurs, et qui se disaient les philosophes, sont des gens qui ont lutté contre la superstition. Entendre la religion. Pour ces gens-là, être religieux, c'est être superstitieux. Superstition et religion, on peut mettre un signe égal, ce sont des synonymes. Or, ces gens des Lumières se sont attaqués à la société de leur temps, dont 2 piliers essentiels, mode de fonctionnement. Les 2 piliers essentiels qu'ils ont attaqués sont la police des subsistances et les
corporations. Voilà. Une fois que les Lumières sont passées, la police des subsistances et les corporations ont été abolies. Ça a donné lieu à la Révolution et au monde dans lequel nous vivons. Alors, qu'est-ce que c'est que la police des subsistances? La police, c'est l'organisation royale qui surveille les marchés à partir d'une philosophie qui dit le grain, c'est-à-dire le blé dont on va tirer le pain, est une denrée différente des autres denrées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter et vendre du grain comme on peut acheter et vendre des mouchoirs ou comme on peut acheter et vendre des produits manufacturés. Et la différence entre le grain et les autres produits à vendre, c'est que ceux qui se livrent au commerce de grains exercent une responsabilité grave vis-à-vis de la société. Le grain est ce que nourrit le peuple. Si les gens qui achètent et vendent du grain font des profits illicites, le peuple va avoir faim. Donc le grain, le commerce des grains ne peut pas être considéré comme un commerce comme un autre. C'est là le b.a.-ba de la théorie de la police des subsistances. La police des grains, qui est la police du roi, part de ce principe: il faut protéger le commerce des grains contre les profits illicites, contre les spéculateurs. Les Lumières, le mouvement des Lumières, par l'intermédiaire du dictionnaire encyclopédique, l'encyclopédie qu'a publié Denis Diderot, a publié année après année, ou a contribué à faire publier également, indépendamment de l'encyclopédie, mais dans le cercle qui les intéressait, une série d'essais qui ont voulu battre en brèche la théorie de la police des subsistances. Ce que ces gens ont voulu démontrer, c'est que le grain est une denrée comme une autre. Et un certain Herbert a publié en 1753 un essai sur la police des grains. 1753, c'est 4 ans après le début de l'encyclopédie. L'encyclopédie commence à se vendre en 1749. Et Herbert explique que l'intérêt personnel est le fondement de toute activité humaine. L'intérêt personnel, c'est-à-dire j'agis pour mon intérêt, pour moi, pour ma pomme, comme on dit vulgairement. Or, la société dans laquelle nous vivons à l'époque est une société dans laquelle le bien et le mal sont dits par la religion. C'est Dieu qui dit le bien ou le mal, c'est la religion qui dit le bien ou le mal. Tandis qu'eux disent non, c'est l'intérêt personnel qui va dire le bien ou le mal. Ce qui est bien, c'est ce qui m'intéresse. Et l'intérêt personnel, nous dit Herbert, est le principal agent d'émancipation. Les gens ne sont pas libres parce qu'ils sont soumis à des règles, à des interdits. L'intérêt personnel va permettre l'émancipation de la population. C'est le moteur le plus puissant de l'humanité. L'intérêt personnel, moi-même, moi d'abord, c'est le moteur de l'humanité. Et il explique la recherche de profit dans le commerce exclut le risque, le gaspillage et l'inefficacité. Un commerçant qui va répondre à d'autres intérêts que son profit personnel va risquer le gaspillage, l'inefficacité, alors que le profit va permettre d'acquérir le juste prix, vous savez, la loi de l'offre et de la demande, le juste prix et la recherche l'évitement maximum du gaspillage. À la fin des années 1750, un certain François Quesnay dirige idéologiquement tout le mouvement qui veut venir à bout de la police des subsistances. François Quesnay est un proche de la marquise de Pompadour. Marquise de Pompadour, c'est une dame qui a été élevée, on peut presque dire qu'elle a été conçue dans un milieu financier des frères Paris, de la famille des frères Paris, héritiers de Samuel Bernard, non pas héritier, mais disons commis de Samuel Bernard, c'est-à-dire la finance de la fin de l'époque de Louis XIV. Les frères Quesnay, les frères Paris ont pratiquement dressé la petite fille qui venait de naître d'un fermier général et d'une demi-mondaine qui était, paraît-il, une très très belle femme. Cette petite fille a été dressée à devenir la maîtresse du roi. Et tout a été fait pour qu'elle tombe dans le lit du roi. Elle est tombée dans le lit du roi et elle a eu l'influence qu'il a fallu pour que petit à petit le roi laisse entrer les sirènes des encyclopédistes, des faiseurs d'argent et de tous ces gens pour qui le bien et le mal ne va plus être dit en fonction de l'évangile et en fonction de l'église, mais le bien et le mal vont être dits en fonction des intérêts personnels des marchands. Voilà. Donc à la fin des années 50, François Quesnay, qui est un proche de la Pompadour, va écrire dans l'encyclopédie l'article fermier et l'article grain qui va devenir le catéchisme des libéraux. Il assure que sa théorie, c'est de la science et c'est pas du rêve. C'est-à-dire que alors on les appelle les physiocrates, c'est-à-dire les gens qui veulent
le gouvernement par la nature. Ils disent que le libéralisme économique est une science, c'est fondé sur une science. La superstition va être battue en brèche par cette science nouvelle. Et il ne s'agit pas de rêves, il s'agit de choses concrètes. Et ils vont saper petit à petit tout le fondement de toute l'idéologie, de toute ce qu'on appelait l'économie morale. L'économie morale, c'est le bien commun est recherché dans toutes les transactions, alors que ces gens-là vont dire on va remplacer le bien commun par l'intérêt personnel, la recherche personnelle de profit. François Quesnay rédige l'article évidence dans l'encyclopédie, et l'évidence, il raconte que c'est ce qui s'est imposé à lui. Et la seule chose qui résiste à l'évidence, ce sont les passions. C'est-à-dire que une politique économique libérale s'impose de façon évidente aux gens intelligents, et seuls les passionnés et les fanatiques résistent à cette évidence. Le roi, serré de près par toute cette coterie, a autorisé François Quesnay à imprimer un tableau économique sur la presse royale, c'est-à-dire que le roi Louis XV a soutenu les physiocrates. François Quesnay a converti un certain Lemercier de la Rivière, qui était conseiller au Parlement, et il s'est rapproché de Gournay et Turgot. Quesnay, Gournay, Turgot, vous avez le tripathe des libéraux qui gravitent autour de Louis XV. Le Mercier de la Rivière a été considéré par Diderot comme un homme de grand génie, et par Diderot et par François Quesnay comme le plus grand génie qui croyait. Et il disait que ce Lemercier de la Rivière aurait dû être contrôleur général des finances. C'est-à-dire qu'un grand génie comme Lemercier de la Rivière aurait dû être le contrôleur général des finances, c'est l'équivalent de Premier ministre ou de ministre des Finances. Diderot était également ébloui par les théories de Lemercier de la Rivière, et il l'a recommandé à Catherine de Russie, parce que ces gens-là correspondaient entre eux à travers toute l'Europe. Et François Quesnay a même proposé Mirabeau et Lemercier de la Rivière à des postes ministériels. Voilà, donc cette coterie, si vous voulez, qui prend de l'importance. La Pompadour les recevait dans son entresol. C'est-à-dire qu'il y a des articles de l'encyclopédie qui étaient rédigés, ou qui étaient discutés, disons rédigés peut-être pas, mais en tout cas discutés dans l'entresol de la Pompadour, carrément, directement au château de Versailles. Voilà, c'est vous dire si le roi était serré de près par ces gens-là. Alors qui était ce fameux Lemercier de la Rivière, génie propre à devenir conseiller personnel de la Grande Catherine? Il avait été intendant de la Martinique, et c'était un esclavagiste. C'était un esclavagiste, c'est un monsieur qui disait que les lois de la création étaient physiques, divines et naturelles, et il a théorisé une espèce de théologie physique en rupture avec la morale religieuse. C'est-à-dire que la religion, il fallait que ça devienne ce qui régissait des règles de la nature, et non plus des règles morales, des règles physiques. Et il disait, lui aussi, mes recherches m'ont fait passer du doute à l'évidence, et la théorie de Lemercier de la Rivière était: telle est l'étendue de la propriété, telle sera l'étendue de la liberté. La liberté de l'homme, c'est sa propriété. Est-ce que vous croyez que les nègres ont des propriétés? Non. Alors c'est pas des hommes, donc ils n'en ont pas besoin. Les nègres n'ont pas besoin de liberté. Ce monsieur était un esclavagiste. Il a été un grand collaborateur des physiocrates, et on peut dire que la source du modèle physiocratique, c'est la colonisation, c'est la source du capitalisme moderne. Tout ce qu'a théorisé Lemercier de la Rivière, c'est à partir d'études qu'il a faites sur les sociétés esclavagistes des Antilles. Voilà. Donc il admirait aussi La Chalotais, qui est un magistrat breton qui a été un essai sur l'éducation et qui a vaincu les jésuites. Ces gens voulaient absolument la fin des jésuites. Les jésuites étaient l'obsession du siècle, c'est-à-dire tout le monde voulait la peau des jésuites. Alors vous avez les magistrats jansénistes, mais ça fera l'objet d'une autre conférence, qui voulaient absolument venir à bout des jésuites qui prônaient l'éducation pour tous. Et La Chalotais, le magistrat breton La Chalotais, très très proche des jansénistes, a écrit une théorie qui disait: il faut fermer les collèges des jésuites, les jésuites donnent l'éducation à tout le monde n'a pas besoin d'être éduqué, ce qu'il faut éduquer, c'est les gens qui... c'est le bourgeois. C'est le bourgeois. Incidemment, on retrouve cette théorie dans Rousseau. Je me suis amusé un jour, j'ai dit ça un jour à Étienne Chouard, il m'a dit c'est pas vrai, j'ai dit c'est vrai, c'est pas vrai. On a cherché, on a fouillé, je lui ai dit tiens regarde c'est là, il a dit ah je savais pas, bon ben voilà. Rousseau pensait également que tout le monde n'a pas besoin d'apprendre à lire, écrire et d'être éduqué. Il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres. Alors que la théorie des jésuites à l'époque, c'était tout le monde y a droit. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, mais en tout cas tout le monde y a droit. Donc tout ce petit monde
Alors, bon, la Chalotais voulait qu'on ferme les collèges de jésuites et qu'on cesse de perdre son temps à donner l'éducation à tout le monde. Voilà. Alors, tout ce petit monde gravitait autour de Diderot, soutenu de loin par Voltaire et de très près par la Pompadour, qui avait l'oreille du roi. Ils sont devenus une secte quasiment institutionnalisée, puisque leurs écrits étaient publiés par les presses du roi. Et ce qu'ils voulaient, c'était créer le meilleur gouvernement possible. Voilà, ils ont ouvert le règne du profit. Donc ces gens-là, c'est qui? C'est un charlatan. Quesnay était un charlatan. C'est vraiment un charlatan. C'était un faux médecin. Il soignait les gens par des tisanes. Il aurait pu dire de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Je crois que il n'y connaissait rien du tout. Il y a un proche de l'encyclopédie d'ailleurs qui s'appelait Jean-François Marmontel. C'était un type probablement pas de grande valeur morale, mais qui écrivait des trucs assez cocasses. Il raconte qu'un jour, Quesnay lui a expliqué à l'évidence tout ce que c'était que l'évidence. Il dit au bout d'un quart d'heure, je comprenais toujours rien. Il s'embrouillait, c'était complètement confus, abscon, il comprenait rien. Mais il fallait que je dise oui, 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 oui pour qu'il arrête parce que ça, j'y comprenais rien du tout. Et c'était, paraît-il, l'évidence. Et on a renversé toute l'idéologie, toute la notion de bien commun de l'époque à partir de ces gens-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le credo libéral de l'encyclopédie? C'est le grain est une denrée comme un autre. C'est ce que ces gens, alors je vous dis Herbert, Diderot, Le Mercier de la Rivière, Quesnay, Turgot, Gournay, etc. Le grain est une denrée comme une autre. On doit pouvoir vendre et acheter le grain sans qu'il y ait de règles spéciales. La propriété est sacrée. Ce qui est à moi, je peux le vendre comme je veux. Un certain Condorcet écrit à propos des gens qui enlèvent les grains, le blé de force. Il dit: ces gens enlèvent le blé de force et le payent le prix qu'ils veulent et croient leur expédition légitime sous prétexte qu'ils ont le droit de vivre. Alors, je vous explique comment fonctionnait la police des grains. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il faut comprendre. Le grain, le marché au grain, c'est-à-dire le marché des subsistances, est la place de la ville ou du village où la population vient acheter de quoi se nourrir. La population est prioritaire. C'est-à-dire que les producteurs apportent leurs marchandises, apportent leurs grains sur la place du marché. La police veille que la transaction ne commence pas avant que la cloche ait sonné et qu'elle ne continue pas après que la cloche ait sonné. Donc c'est extrêmement encadré. La population se sert la première et le prix est le meilleur prix possible, c'est-à-dire le prix taxé, le prix fixé. Une fois que la population s'est servie, c'est-à-dire une fois que le peuple a réussi à acquérir sa subsistance au prix qu'elle est susceptible de le payer, et c'est ça le contrat entre le roi et la population, c'est que le roi donne sa garantie par la présence de sa police qu'on ne vendra pas le blé plus cher que le prix accepté par tout le monde. Une fois que la population s'est servie, les marchands peuvent emporter le reste, le surplus. Le surplus est donc ce qui reste une fois que la population s'est servie. Ce surplus ne va pouvoir être acheté pour pouvoir être emmené dans une région, par exemple, où il en manque. S'il y a un surplus, c'est qu'il y a une abondance de production. Il peut y avoir dans une région à côté, ou pas très loin, ou un peu plus loin, un endroit où il y a un manque. Les marchands vont être, alors qui sont indépendants, les marchands, ce n'est pas les marchands du roi, ce sont des marchands indépendants, vont pouvoir acheter le surplus, mais ces marchands vont montrer patte blanche. Il faut qu'ils fassent montre d'une bonne moralité, il faut qu'on connaisse leur identité, on sait d'où ils viennent, on sait où ils vont, on sait où ils habitent. Les marchands sont des gens qui sont enregistrés et surveillés de près par la police. Hein. Donc les marchands, un marchand qui aurait acheté par exemple du grain directement chez un paysan se verrait interdire d'exercer son métier ad aeternam. Il serait passible de la prison. Le marché du grain est organisé de telle sorte, et ça dure depuis toute la royauté, ça dure depuis toujours. L'organisation du marché des grains se fait comme ça depuis toujours, et c'est le pacte entre le roi et la population. Que vont dire les encyclopédistes? Que vont dire les physiocrates? Que vont dire les libéraux? C'est la police, voilà, c'est la police qui empêche les prix de baisser, alors que la police est là pour empêcher les prix de monter. C'est-à-dire que le rôle de la police, c'est de protéger la population contre les marchands. Et les physiocrates, les libéraux, vont arriver en disant non, ça n'est pas ça qui est bien, c'est la police qui empêche les prix de baisser, c'est-à-dire qu'en empêchant les grains de circuler librement, elle empêche les prix de baisser, et le credo libéral va consister à pousser le roi à mener une politique libérale en disant supprimer la police des grains, laisser le marché faire le juste prix.
c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Laisser le paysan vendre son grain au marchand qui passe avant qu'il l'emporte à la place du marché. Les gens trouveront bien, de toute façon le marchand ne prendra pas tout, les gens trouveront bien à acheter, et plus le marché sera libre, plus le prix baissera et atteindra le juste prix qui va permettre à tout le monde de s'enrichir. On est dedans, on est encore dedans. Hein. C'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons est une société dans laquelle on dit laissons faire les marchands et tout le monde va s'enrichir. On a vu comment. Donc, ce que disent ces physiocrates et ces libéraux, c'est le profit est le moteur du progrès et d'enrichissement pour tous. On nous l'a joué il n'y a pas longtemps, ça. Laissez circuler librement les marchandises, ouvrez les frontières et tout le monde va s'enrichir. Hein, on a vu comment. Et il disait, plus il y aura de liberté, plus il y aura d'abondance. Il réclame la dérégulation. C'est la rupture avec le catholicisme et la royauté. La morale catholique interdit le prêt à intérêt. La morale catholique veut absolument que l'argent ne soit pas le moteur de la société, et le roi est celui qui veille à protéger les plus petits contre les menées des marchands. Les encyclopédistes, les physiocrates, enfin tous ces gens-là, ont battu en brèche par des grandes théories. Ils ont écrit des livres, ils ont fait des pamphlets, ils ont écrit absolument partout. Ils ont eu une influence absolument considérable, et une influence telle que entre 1763 et 1770, ils ont réussi à convaincre le roi de faire la première expérience libérale. 1763, c'est une date qui est très très importante parce que c'est la date à laquelle la France perd la guerre de 7 ans. C'est-à-dire que le roi est dans une situation, pour ne pas dire désespérée, la France était quand même un royaume encore très puissant, mais il est en situation d'échec et on lui dit, c'est le moment, allons-y, essayez de mettre en pratique toutes ces grandes théories des encyclopédistes. Et c'est l'année où les jésuites ont été interdits. Et Voltaire a ricané au moment où les jésuites ont été interdits. Maintenant, la voie est libre. Et effectivement, la voie était libre. C'est-à-dire que sur le plan de la pensée, de la discussion, sur le plan intellectuel, les jésuites étaient ceux qui étaient le mieux placés pour répondre à toutes ces arguties, à tous ces arguments. Et à partir du moment où ils étaient interdits, il n'y avait plus personne n'avait de niveau pour contrer. Et ce ne sont pas les rapports désespérés des intendants qui racontaient ce qui se passait qui ont pu battre en brèche l'avancée monstrueuse du libéralisme. Donc, en 1763 et 1764 ont paru 2 édits signés par un certain Laverdy qui a absolument détruit tout le système de contrôle qui avait lieu en France depuis des siècles et des siècles et des siècles. Le grain a été désacralisé et l'appareil de police des grains a été démantelé. Le grain est devenu une source de richesse et d'enrichissement. Voilà. Les encyclopédistes et les gens des Lumières ont absolument poussé des cris de joie. Voltaire en pleurait, il disait que c'était magnifique. Et un certain marquis de Saint-Lambert a écrit « Il fut enfin permis au peuple des hameaux de vendre à l'étranger le fruit de leurs travaux ». Parce que vous voyez, le peuple des hameaux, avant l'arrivée des Lumières, ils ne pouvaient pas vendre à l'étranger leur production, et c'était absolument terrible. Le fermier s'enrichit, le commerce plus libre fit couler sur nos champs l'or du Tage et du Tibre. On paya les impôts sans se croire opprimé. Tout fut riche et content, et le roi fut aimé. C'était extraordinaire. Dès qu'on a lâché la bride aux marchands, tout est devenu absolument génial. Ça a été des années d'émeutes. Les gens avaient faim, les gens arrivaient sur les marchés, ils n'avaient plus de quoi se payer la nourriture. Taxation, les gens réclamaient qu'on taxe le blé. Qu'est-ce que c'est que taxer? C'est fixer un tarif. Tarif, taxation. Fixer un tarif, c'est taxer. Les gens réclamaient la taxation. La taxation était la politique du roi depuis des siècles. Les peuples réclamaient la taxation et la police était là maintenant sur les marchés pour protéger les marchands contre la population. C'est un renversement absolument dramatique. Les émeutes ont été telles, la faim a été telle, les gens ont été tellement affolés, les intendants, les curés, les gens écrivaient à Versailles en disant « mais arrêtez, c'est absolument épouvantable ». Même Diderot, qui avait tellement soutenu avec son encyclopédie, était affolé en disant « mais c'est effrayant tout ce qu'on nous raconte, arrêtez, arrêtez ». Finalement, le roi Louis XV a fini par dire « bon, bah, on arrête là les frais, on revient à la police des grains ». Et une fois que le roi est mort, en 1774, le jeune roi Louis XVI a repris Turgot, on a recommencé, et ça a été la guerre des farines.
Ça a été effroyable. La veille de la Révolution française, la misère du peuple, c'est la misère déclenchée par le libéralisme économique. Le peuple n'avait aucune raison, le peuple de France n'avait aucune raison de vivre dans la misère tant qu'il n'y avait pas une calamité, que ce soit une guerre ou une catastrophe climatique. Et quelles que soient les calamités considérées, soit une guerre, soit une catastrophe climatique, tout le monde se mettait en branle pour que tout le monde puisse manger. C'est-à-dire que le principe du fonctionnement du royaume, c'était que si on manquait de pain quelque part, on se mobilisait pour en apporter. À partir du moment où les gens se mettent à avoir faim en dehors d'une catastrophe climatique ou d'une guerre, ou des facteurs habituels d'enchérissement des subsistances, c'est que quelque chose est vicié au Royaume de France, et ce quelque chose, c'est l'arrivée du libéralisme économique qui a été promu par les Lumières. Voilà. Donc je ne vous ai pas parlé de la suppression des corporations. Je vais vous en dire quand même 2 mots. Les corporations étaient le mode de production, le mode de protection des travailleurs de l'ancien régime. Les travailleurs étaient organisés en corporations, c'est-à-dire par métier. La corporation prenait le travailleur depuis l'apprenti jusqu'à la maîtrise. On entrait dans une corporation comme on entrait dans une famille. On était assuré d'avoir du travail, on était assuré d'être payé, on était assuré contre la maladie, contre le chômage, contre l'invalidité, c'était la retraite, c'était la pension de réversion aux veuves. Enfin, les corporations s'occupaient de tout. Et les corporations étaient extrêmement jalouses de leur savoir-faire et de leur métier. Et elles interdisaient à quiconque ne faisait pas partie de la corporation d'exercer le métier protégé par la corporation. Et les Lumières ont tapé absolument violemment contre les corporations en expliquant qu'il faut laisser le travail libre. Le travail libre, c'est laisser l'entrepreneur qui n'y connaît rien ouvrir une menuiserie en tant que gérant d'une menuiserie, même s'il n'y connaît rien, et de prendre des gens, enfin je dis menuisier, c'est un mauvais exemple, mais enfin disons c'est là qu'est apparue l'industrie avec la spécialisation du travail, avec le travail en miettes. Les travailleurs sont devenus des prolétaires, alors qu'avant ils étaient propriétaires de leur outil. L'effroyable misère ouvrière qui a fondu sur l'Europe au XIXe siècle est le fruit de la suppression des corporations, puisque les corporations ont été supprimées définitivement pendant la Révolution française, au tout début de la Révolution française. Ça a été au tout début de la Révolution française, on a eu dès juillet-août 1789, de nouveau la suppression de la police des grains, et on a inscrit dans le marbre, au début de la Révolution française, on a inscrit dans le marbre, c'est-à-dire dans la Constitution, on a constitutionnalisé la libre circulation des subsistances, c'est-à-dire le libéralisme économique. C'était sans précédent. Et également, par la suite, ça a été la loi d'Allard, en 1791, on a interdit les corporations d'ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers se sont retrouvés pieds et poings liés entre les mains du donneur d'ordre, sans aucune protection sociale. Il y avait absolument plus aucune protection sociale. Et dans la foulée, c'est-à-dire 1 an après, on a interdit les syndicats. Mais la première loi anti-ouvrière de la Révolution française, c'est pas du tout la loi Le Chapelier comme on le croit, c'est la loi d'Allard qui a interdit les coalitions d'ouvriers. C'est-à-dire que le travail est libre, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Ce qui va fixer le salaire, ça va être le libre contrat entre le donneur d'ordre et celui qui a faim. Voilà. Avec en plus un marché libre du pain. Toute la Révolution française, le peuple avait faim. Le peuple des villes avait faim pendant toute la Révolution française. Il avait perdu tous ses garde-fous et toutes ses protections. Voilà. Alors, je ne veux pas aller plus loin au niveau des corporations, parce que ça mériterait en soi une conférence à soi tout seul. Je voudrais revenir sur l'idée que les Lumières ont prôné la tolérance. Alors, pour savoir, c'est très bien de dire je suis tolérant. Par exemple, je suppose que les gens qui n'ont pas voulu que je m'adresse à vous dans cette théâtre ont défendu la tolérance, puisqu'il paraîtrait que voilà, c'est au nom de la tolérance qu'on m'interdit de parler. Je vais vous dire ce que c'était que la tolérance, au nom de la liberté d'expression qu'on m'interdit de parler, c'est toujours comme ça. La tolérance, à l'épreuve des faits, la tolérance qui a été celle des tenants des Lumières, peut être illustrée par un certain nombre de faits absolument avérés. Vous aviez un journal littéraire qui s'appelait L'Année littéraire, qui était édité par un monsieur très bien qui s'appelait Élie Fréron. Élie Fréron était un critique littéraire qui avait une revue, L'Année littéraire, et qui se mêlait, qui avait l'outrecuidance de critiquer les productions littéraires de la secte philosophique. Quoi, la secte philosophique? C'est tout ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire toute cette coterie autour de l'encyclopédie, qui régulièrement publiait des ceci et des cela, et
Élie Fréron, en tant que critique littéraire, se permettait de faire des critiques de ce qu'il publiait. La critique était libre. Et Élie Fréron dit: pour moi, je ne tiens à aucune cabale, à aucun bureau de bel esprit, à aucun parti, si ce n'est celui de la religion, des mœurs et de l'honnêteté. Et malheureusement, c'en est un aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est devenu un parti de défendre la religion, les mœurs et l'honnêteté. Alors, défendre la religion, c'est quoi? La religion, dans le royaume de France de l'époque, c'est ce qui dit le bien et le mal. C'est-à-dire, c'est ce qui relie les gens entre eux. Quelles sont les valeurs défendues à l'époque? Ce sont les valeurs de la religion catholique, apostolique et romaine. Et Élie Fréron défend les valeurs de la religion. Les valeurs de la religion, c'est celles qui sont battues en brèche, comme je vous ai expliqué, par ces idées nouvelles qui disent non, 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 c'est le profit, c'est pas le bien commun, ça va être le profit. Ça, c'est absolument anti-religieux. L'Église catholique, par exemple, a toujours interdit le prêt à intérêt. Ces gens-là vont dire non, non, le prêt à intérêt, c'est très bien. Donc, ils vont attaquer. En défendant le prêt à intérêt, ils vont attaquer la religion et ils s'en vantent, ils le disent. Élie Fréron, lui, n'est pas de cette coterie-là. Lui, il défend la religion, et il a le droit ou il n'a pas le droit. En l'occurrence, lui estime qu'il a le droit, et ses lecteurs également estiment qu'il a le droit. Il écrit en 1766 : Les philosophes, monsieur de Voltaire à leur tête, crient sans cesse à la persécution. Ce sont eux-mêmes qui m'ont persécuté de toute leur fureur et de toute leur adresse. Je ne vous parle plus des libelles abominables qu'ils ont publiées contre moi. Voltaire, notamment, ont publié des horreurs sur Élie Fréron, mais des horreurs. Le traitant de voleur, de menteur, de coucheur, c'est absolument abominable, abominable. Et c'est de la calomnie pure et simple. Et de leur acharnement à décrier ces malheureuses feuilles. Les malheureuses feuilles, c'est l'année littéraire, de leurs efforts pour me rendre odieux au gouvernement, de leur satisfaction lorsqu'ils ont pu réussir à me faire interdire mon travail et quelquefois même à me ravir la liberté de ma personne. C'est-à-dire que la tolérance prônée par l'encyclopédie consistait à faire interdire l'année littéraire qui n'était pas d'accord avec eux. Il y avait dans l'ancien système de publication de l'Ancien Régime la nomination d'un censeur, c'est-à-dire qu'aucune publication ne pouvait paraître si elle n'avait pas été visée par un censeur. Et vous pouviez choisir un censeur. Un censeur, c'était quelqu'un que vous pouviez présenter au ministère de la librairie, qui pouvait vous agréer. Vous pourrez vous présenter, moi j'aimerais bien être censeur. Donc on va vous dire quelles sont les règles, et puis ça va être un code de bonne conduite vis-à-vis de celui qui a écrit la feuille, vis-à-vis du ministre qui va donner, parce que le ministre ne peut pas tout lire, donc il va déléguer, enfin le bureau du ministre, le bureau de la librairie ne peut pas tout lire, ils vont déléguer à des censeurs qui sont des gens agréés, des gens de bonne mœurs, et qui vont faire le travail de censure. Donc il y a été nommé un censeur agréé par les autorités pour donner l'imprimature aux articles d'Élie Fréron dans l'année littéraire. Et ce censeur qui donnait son visa de censure pour la publication des Élie Fréron était tellement harcelé par la secte qu'un jour il est allé voir Élie Fréron et il disait: moi j'en peux plus. J'en peux plus, je rends mon tablier, j'en ai marre, quoi. Il me harcèle, je démissionne. Donc, Fréron est allé voir le ministre, il a proposé un autre censeur, il lui dit: écoutez, je ne connaîtrai pas ce censeur, et les autres ne le connaîtront pas non plus. On va imaginer un médiateur, donc je donnerai mes feuilles à un médiateur, ce médiateur donnera mes feuilles au censeur, que je ne connaîtrai pas, que vous connaîtrez, que moi je ne connaîtrai pas, et le censeur fera son travail. Donc le système fonctionne pendant plusieurs années, et un jour le médiateur démissionne. Pour quelle raison, je n'ai pas le détail, et un nouveau médiateur est trouvé, et le système reprend. Élie Fréron écrit ses feuilles, il les donne au censeur, et brusquement, les feuilles ne paraissent plus. Il n'y a plus le visa de censure n'est plus accordé. Alors que, apparemment, c'est le même censeur, et seul le médiateur a changé. Donc, chaque fois que Élie Fréron fait un article qui critique les encyclopédistes, l'article ne passe pas. Et il raconte, je cite Élie Fréron: « Ce cruel manège a duré près de 4 ans. Enfin, j'y soupçonnais quelques mystères. Il ne me paraissait pas naturel qu'il y eût en France un censeur assez déraisonnable pour condamner des critiques quelquefois un peu vives à la vérité, mais toujours renfermées dans les bornes prescrites. » Les bornes, elles étaient édictées, hein. C'était comme ça. On avait le droit de dire ça, on n'avait pas le droit de dire ça. Une fois que c'était respecté, lui, il disait: moi, je respecte les bornes, et mes articles ne passent pas. Je confiais ma pensée au magistrat, sage, honnête, intègre, autant qu'éclairé, qui, sous les ordres de monsieur le chancelier, veille aujourd'hui sur le département de la librairie. Il daigna m'écouter avec intérêt et promit de me rendre justice. Je lui laissai tous les articles qu'on avait impitoyablement proscrits. Il y en avait des tonnes. Enfin, il y en avait des piles, disons. Il y en avait des tas. Il les fit passer à mon censeur,
accompagnée d'une lettre par laquelle il lui demandait pourquoi il ne les avait pas approuvés. Le lendemain, le censeur rapporta les articles au magistrat en lui protestant que jamais on ne lui avait envoyé, que c'était la première fois qu'il les avait lus et qu'il n'y trouvait rien qui pût paraître en empêcher l'impression. Je saisis cette circonstance pour solliciter qu'on me permît de connaître mon approbateur et de lui adresser moi-même mes ouvrages, ce qui me fut accordé. C'est-à-dire que c'était le médiateur qui n'avait jamais, sur pression de la secte, fourni les articles à la censure. Pendant 4 ans, Élie Fréron n'a pas pu critiquer la secte. C'est beau la tolérance, non ? C'est beau, la liberté d'expression. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et je vous assure qu'Élie Fréron est absolument, absolument fiable et digne de foi dans ce qu'il raconte. Et j'ai eu personnellement en main, parce que j'ai trouvé ça dans une bibliothèque dans Lyon, des écrits et manuscrits d'Élie Fréron. C'était un excellent journaliste, c'était un excellent critique littéraire, un homme d'une grande probité, et ce qu'il dit ne peut absolument pas être mis en doute. Voilà. Voilà pour la liberté d'expression et la tolérance à l'épreuve des faits par ces gens de l'encyclopédie et des Lumières. Une des caractéristiques que j'ai trouvées, moi, en étudiant les gens des Lumières, c'est leur haine des petits et des pauvres et leur mépris pour le peuple. J'ai toujours trouvé ça chez les encyclopédistes. Je vais vous donner un exemple. Dans l'encyclopédie, il y a un article fondation. Les fondations, c'est ce qu'on pourrait appeler les organisations non gouvernementales, les associations. Voilà. Les fondations, ça existe encore d'ailleurs en France, des fondations. Je ne sais pas si vous en avez en Suisse, mais la fondation pour ceci, pour cela, ce sont des organismes qui collectent des fonds et puis qui font des œuvres en fait. Hein. C'est ça le principe de la fondation. Écoutez bien ce que dit l'encyclopédie du mot fondation. Pour sentir l'abus de ces aumônes mal dirigées, qu'on suppose un État si bien administré qu'il ne s'y trouve aucun pauvre, chose possible sans doute pour tout État qui a des colonies à peupler. Vous avez des pauvres ? Allez, aux îles. Hein ? Les îles, c'était l'esclavage, je te signale quand même au passage, parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'établissement d'un secours gratuit pour un certain nombre d'hommes y créerait tout aussitôt des pauvres, c'est-à-dire donnerait à autant d'hommes un intérêt à le devenir, et en abandonnant leurs occupations, d'où résulterait un vide dans le travail et la richesse de l'État, une augmentation du poids des charges publiques sur la tête des hommes industrieux, et tous les désordres que nous remarquons dans la constitution présente des sociétés, signé Turgot. C'est-à-dire, si vous venez en aide aux pauvres, les gens vont vouloir être pauvres pour qu'on les aide. C'est ça qu'il dit. Je répète, vous avez entendu ? Qu'est-ce que c'est qu'un mendiant ? Qu'est-ce que c'est qu'un mendiant pour l'encyclopédie ? Quant aux vagabonds de profession, disent-ils, on a des travaux utiles dans les colonies où on peut employer leurs bras à bon marché. Alors, je ne vous ai pas donné la définition de mendiant. Un mendiant, c'est un salaud, je pense, ils ne disent pas le mot, mais c'est à peu près à ça que ça veut dire, qui a choisi ce métier par vice et par fainéantise. Un mendiant, c'est jamais quelqu'un qui a perdu son outil de travail pour eux. C'est un vicieux. Eh bien, il n'y a qu'à les envoyer dans les colonies. Et ces gens-là se sont manifestés à un moment donné pour supprimer, non pas l'esclavage, mais la traite des Noirs. Pourquoi ? Parce que ça devient de plus en plus cher d'aller chercher des nègres. Et tous les mendiants, là, on va les envoyer. Là, j'ai des textes, là, j'ai des preuves. C'est certain. Des gens proches de l'encyclopédie ont proposé de remplacer les nègres par des mendiants, mais ils n'ont pas voulu abolir l'esclavage, parce qu'il a proposé de revendre les nègres, pour les remplacer par des mendiants. Et les mendiants, comme ils étaient à l'hôpital général, ils n'avaient qu'à se servir. C'était l'institution de concentration des mendiants et des pauvres à l'intérieur des villes. C'est absolument monstrueux. Il prône un véritable trafic d'êtres humains, quoi, en direction des colonies, on a compris. Alors, pour ces gens, la résistance populaire à l'évidence des Lumières, ce sont ce qu'on appelle des préjugés. Chaque fois que le peuple résiste à ces grandes idées, il est victime de préjugés. Un certain Trudaine de Montigny disait qu'il ne fallait pas céder aux clameurs d'une populace aveugle. Je vous ai dit, quand la première expérience de libéralisme a été faite, les gens ont hurlé. Il y a eu des émeutes absolument terribles. C'était les clameurs d'une populace aveugle et d'un peuple qu'il comparait aux dénonciateurs de sorcières. Vous savez qu'on a raconté énormément d'âneries sur la chasse aux sorcières. Bon, j'ai commis un petit bouquin qui s'appelle Les sorcières l'Inquisition et la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières et l'Inquisition, dans cet arbre-là,
où je raconte qu'on a fait accroire que c'était l'Église catholique qui avait pourchassé les sorcières et que c'était les tribunaux d'Inquisition. Pas du tout. Les sorcières ont été poursuivies par des tribunaux laïques. Enfin bon, c'est une autre conférence, c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire que déjà à l'époque des Lumières, on s'est servi de la chasse aux sorcières pour l'imputer à l'imbécilité du peuple et non pas à la cruauté des juges. Donc le peuple qui ne veut pas de l'idée géniale du libéralisme économique, c'est comme ceux qui croyaient aux sorcières et qui pourchassaient les sorcières, ce sont les mêmes. Et évidemment, des gens ont protesté, notamment un certain Sipierre qui disait « la sorcellerie, c'est de la superstition ». La protestation présente, c'est la nécessité. Les gens protestent parce qu'ils ont faim. Non, c'est parce qu'ils ont des préjugés et que ce sont des chasseurs de sorcières. Pour Laverdy, le fameux ministre qui a mis sur pied son système abominable, il dit « la mentalité populaire n'est que préjugé qui l'empêche de voir ses intérêts réels ». C'est-à-dire que le peuple est tellement bête que ses vrais intérêts, il n'est pas en mesure de le savoir. Mais ne vous inquiétez pas, nous les philosophes, on est là, on va leur montrer. C'est ça la montée de la bourgeoisie. La bourgeoisie, ce sont ces gens qui savent mieux que le peuple. Le peuple, c'est les imbéciles, et la bourgeoisie, c'est ceux qui sont au-dessus. Et le contraire des préjugés du peuple, vous savez ce que c'est ? C'est le progrès. Nous entrons dans l'ère du progrès. Le progrès, c'est le contraire de ce que veut le peuple. C'est ce qu'on va lui imposer. Condorcet disait, alors Turgot disait, le peuple est trop peu éclairé sur ses intérêts réels, il faut briser la vieille chaîne des préjugés. Et la vieille chaîne de préjugés, c'est l'Église. C'est l'Église. Ces gens-là vont vouloir abattre l'Église, ils vont réussir. Bon, ils ne le verront pas parce que c'est la génération suivante qui le fera. Mais les préjugés sont véhiculés par l'Église et ces gens-là disent il faut briser la vieille chaîne des préjugés. Et Condorcet va mettre sur pied un grand système d'éducation parce qu'il faut empêcher les gens, le peuple, de communiquer ses préjugés à leurs enfants. On va leur faire une école et puis on va leur montrer ce que c'est que le progrès et ce que c'est surtout que leurs vrais intérêts. Condorcet disait « Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands ». Alors retenez bien le mot brigand. Brigand, c'est le mot qu'on utilisera pour qualifier les Vendéens et justifier qu'on les massacre et qu'on les extermine. Un brigand, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le progrès. Le progrès, c'est ce qu'on vous impose. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes des brigands. C'est Condorcet qui le dit. En attendant, le mal gagne. Je ne vous exhorte pas à avoir du courage, mais à ne pas avoir d'indulgence. Parce qu'avoir de l'indulgence avec le peuple, c'est avoir de la faiblesse. Alors que le progrès exige que... Voilà, c'est ça les Lumières. Les conséquences. La liberté du renard dans le poulailler. C'est ça la liberté qu'ont voulu les Lumières. Et on a trouvé en 1768 un placard dans les rues de Paris, relevé par l'écrivain Hardy, qui dit « Sous Henri IV, on avait éprouvé une cherté de pain occasionnée par les guerres, mais dans ces temps, on avait un roi. » Il y a toujours eu des périodes de disette, il y a toujours eu des périodes où le pain était cher, mais on avait un roi. Sous Louis XIV, on a également éprouvé plusieurs autres chertés de pain, produites tantôt par les guerres, tantôt par une disette réelle, mais qui avaient pour cause l'intempérie des saisons, des hivers abominables ou des étés complètement pourris, mais on avait encore un roi. Au temps présent, on ne peut pas attribuer la cherté du pain ni aux guerres, ni à une disette réelle du blé, parce qu'on n'a pas un roi, parce que le roi s'est fait marchand de blé. On a renversé toute l'idéologie, pas l'idéologie, le système de protection du peuple par le roi, par un système où le roi va protéger les marchands de blé. Et on va accuser le roi, je ne sais pas si c'est vrai, c'est probablement pas vrai, je ne sais pas, je ne défends pas la chose, on a accusé le roi de remplir sa cassette avec du trafic de blé. C'était le crime impardonnable, et croyez-moi, c'est certainement la raison principale pour laquelle le roi suivant, Louis XVI, va perdre la tête. Voilà. La raison du plus fort sans scrupule contre la croyance en la bonté divine et à l'humanité. C'est ça les Lumières. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu protège les hommes? On s'en fout. Non, la raison du plus fort. Allons-y. C'est ça va être ça le progrès. C'est un anti-humanisme violemment hostile au christianisme, assimilé à de la superstition. Ces gens ont exprimé une tolérance zéro contre toute opposition à leur système. La fin des jésuites, la pendaison des émeutiers, la censure, l'emprisonnement ou le harcèlement des opposants. Ces gens-là ont réussi à imposer leur idéologie. Le credo de tous ces gens des Lumières était « un bon gouvernement ne peut pas se laisser diriger par le peuple ». Puis on va appeler ça la démocratie.
Ça s'appelle l'inversion. L'inversion. Voltaire a bien résumé ce qu'il fallait en penser en disant « L'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand, est nourri par lui et le gouverne. » C'est bien résumé. Quelles ont été les décisions de la Révolution française? Donc là, ce dont je vous parle, c'est les années 60. Turgot, c'est 74 à 76, 89. On fait un bond dans l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? La libre circulation des subsistances a été constitutionnalisée par l'Assemblée constituante, par les décrets du 29 août, 13 septembre et 3 octobre 1789. À peine la Révolution est commencée, immédiatement on inscrit dans le marbre la libre circulation des subsistances. On n'a plus le droit d'empêcher les marchands de s'enrichir. Les foules de la Révolution vont avoir faim de bout en bout. Il est dit, voulons qu'il soit libre à tout. Alors, non, il y a eu d'autres. Il y a eu, il y a eu le 29, il y a eu le 2 juin, le 15 septembre 90 et le 26 septembre 1791. C'est-à-dire que toute la première partie de la Révolution, c'est libre circulation, libre circulation, libre circulation. En même temps qu'on a supprimé les corporations et qu'on a interdit aux ouvriers de se coaliser. Donc il est dit, voulons qu'il soit libre à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, de faire apporter et tenir en grenier ou en magasin, tant en notre bonne ville de Paris que dans l'arrondissement des 10 lieues et ailleurs, les grains, des farines, de les vendre en tel lieu que bon leur semblera, même hors des bateaux ou de la halle. C'est cette politique qui avait déclenché la guerre des farines, c'est-à-dire tout le monde peut être marchand de blé et le vendre où bon lui semble et au prix qu'il réussira à le vendre. C'est ça qui a déclenché la guerre des farines. Et c'est ça que la Révolution va inscrire dans le marbre dès le début. Le 2 octobre 1789, on légalise le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt. Les rois de France se sont battus pendant tous les siècles de la royauté pour interdire le prêt à intérêt. On était bien obligé de... Quand quelqu'un vous prêtait de l'argent, il y avait toujours des moyens de faire en sorte que, puisque l'argent était mobilisé, on va vous dédommager. Mais il n'y avait pas de commerce libre de l'argent. L'usure était interdite, le prêt à intérêt était rigoureusement encadré, rigoureusement. On ne prêtait pas de l'argent. C'était la façon d'ailleurs qu'a eu Voltaire de s'enrichir. Quand vous aviez besoin d'argent, vous trouviez quelqu'un qui en avait, il vous le donnait, il vous faisait un don, et vous lui versiez une pension. Donc ce n'était pas du prêt. Il vous le donnait, c'était à vous, et ensuite vous vous engagiez à lui verser une pension viagère. Voilà. Donc si celui que vous avez prêté de l'argent mourait l'année d'après, vous avez gagné. Et si c'était lui qui vous enterrait, vous avez perdu, et c'était lui qui avait gagné. Et Voltaire, il s'est enrichi comme ça, il avait de l'argent, beaucoup. Il en donnait, distribuait partout, et il touchait des rentes de toute l'aristocratie, de toute l'Europe. Et c'est comme ça qu'il tenait tout le monde, et par le portefeuille, il lui devait tous de l'argent. C'est comme ça qu'il a étendu son réseau d'influence. Donc le 2 octobre 89, on a légalisé le prêt à intérêt. Le 25 avril 1794, la Convention décrète que l'argent est une marchandise comme une autre, et qu'on peut la louer. 25 avril 1994. On est dans la montagne. C'est la Convention. L'argent est une marchandise comme une autre. Voilà. Si la Révolution n'a pas fait la guerre au peuple, est-ce que vous pouvez m'expliquer, toujours dans cet esprit-là, pourquoi le 24 octobre 1793, on a établi un nouveau calendrier qui rallonge la semaine de 3 jours pour le même tarif? Avant la Révolution, on travaille 6 jours et on se repose le 7e. Et au bout du mois, on touche son salaire. Et bien là, on va travailler 3 jours de plus. On travaille 9 jours et on se repose le 10e. Elle est pas belle la vie? C'est pas idiot, hein? Et ça, la suppression du dimanche, c'est dans l'encyclopédie. Allez regarder tout ce qu'il y a dans l'encyclopédie. L'encyclopédie est disponible sur Internet. Vous pouvez la trouver dans Lexilogos. Vous entrez dans l'encyclopédie, allez chercher argent, monnaie, fondation, dimanche, grains, ce que vous voulez. Allez chercher mendiants, enfants abandonnés. Allez fouiller, allez regarder l'encyclopédie. C'est illisible. Pour moi, c'est illisible. C'est absolument anti-humain.
la haine du peuple, la haine des petits, c'est une idéologie que j'exècre, bon, c'est mon droit. De toute façon, je ne suis pas là pour vous dire ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, mais pour vous montrer que j'ai découvert en faisant ces études que l'encyclopédie n'était pas ce qu'on m'avait dit, et que leur tolérance et leurs grandes idées et leur combat, ça n'a été que le combat des riches pour écraser les pauvres. Et toute l'encyclopédie, c'est ça. Et toutes les Lumières, c'est ça. Voilà. Et ce sont eux qui ont gagné la Révolution, incontestablement. Avec tous les soubresauts qu'il y a pu y avoir, mais ça, c'est plus compliqué et ça demanderait. Voilà, ça sera pour une autre instance si vous voulez. Donc, Thomas m'avait demandé de faire les choses en deux parties. Donc, est-ce que maintenant je peux vous faire une deuxième partie sur Voltaire ?